Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, mes chers confrères et collègues. Donc, on va entamer la deuxième session qui va s'intéresser aux stimulations ovariennes et on va commencer par les cycles agonistes Amphivixi. Bien, nous allons voir lors de cette présentation les agonistes, les protocoles agonistes, la gestion d'une stimulation ovarienne, les caractéristiques des protocoles agonistes, la place actuelle de ces agonistes dans les stimulations ovariennes contrôlées et la stratégie de stimulation ovarienne. Donc la stimulation ovarienne contrôlée en Amphivixi, comme on le sait, va essayer de recruter le maximum suffisamment de follicules matures par le recours aux gonadotrophines, mais en même temps, il faut éviter les ovulations spontanées liées au pic de LH. Et troisièmement, il faut déclencher l'ovulation pour la maturation ovocytaire définitive grâce au HCG. Et dans les stimulations ovariennes contrôlées, il faut savoir que les mécanismes de l'ovulation traditionnels, comme était présenté ce matin, vont être bloqués. Comment ça? Parce qu'on sait que lors d'une stimulation ovarienne contrôlée, les taux d'œstradiol supraphysiologiques vont déclencher un pic prématuré de LH, et ce qui avait comme conséquence une éthénisation prématurée des follicules, des ponctions ovocytaires d'urgence, une annulation des cycles, avec tout ça un mauvais taux de grossesse. Et la solution est venue grâce à l'utilisation des analogues de la LH-GnRH. Et on sait qu'il y a deux types d'analogues, les agonistes et les antagonistes. Et nous allons, lors de ma présentation, parler uniquement des agonistes. Et je laisserai tout à l'heure la place à mon ami Dr Fadewi qui va nous parler des antagonistes. Donc je vais essayer de parler uniquement des caractéristiques des protocoles agonistes. Donc comment ça fonctionne les agonistes? On sait que les agonistes vont se fixer sur le récepteur de la GnRH-RH et vont provoquer dans un premier temps un pic de LH et FSH, c'est ce qu'on appelle l'effet Fleurap, qui est suivi d'une désensibilisation. Contrairement, donc les agonistes, je ne passerai pas, on voit que les taux sont immédiatement effondrés. Donc, avec les agonistes, on va avoir un effet initial, c'est le Fleurap, donc c'est une augmentation du taux de FSH et LH, suivi d'une suppression de cette sécrétion et un retour à la normale après une période réfractaire d'environ 7 jours. Les protocoles agonistes, comme on le sait tous, ils représentaient, c'était le principal traitement utilisé dans la stimulation ovarienne contrôlée. Et on sait que ces agonistes vont permettre, comme on a dit, d'éviter les ovulations prématurées mais surtout également de faciliter la programmation des cycles Amphivixi. Il faut savoir qu'il y a deux types de protocoles agonistes. Il y a les protocoles agonistes lents et courts, et qu'avec les agonistes, il y a deux types. Les agonistes action rapide, c'est des injections quotidiennes. Il y a les agonistes retard à libération prolongée dans la durée à peu près de 4 à 6 semaines. Voilà les deux agonistes disponibles sur le marché tunisien. Le décapeptyle 3 mg, ou parfois on a le gonapeptyle 3,75 mg, et le décapeptyle en injection quotidienne dosé à 0,1 mg. Les protocoles agonistes lents. Donc on va commencer par les protocoles agonistes lents. Et dans les protocoles agonistes lents, les agonistes vont être débutés soit le 3e jour des règles. Il ne faut pas débuter un protocole agoniste lent au-delà du 3e jour, parce qu'il y a deux risques. Un, il y a un risque de formation de kyste fonctionnel, d'où la nécessité parfois de prolonger ce traitement agoniste avant la désensibilisation pour introduire les gonadotrophines, mais également, voilà, donc, ou bien on sera obligé de ponctionner ce kyste avant de démarrer le traitement. Dans les protocoles agonistes phase folliculaire, la désensibilisation survient en moyenne 15 à 20 jours après. Par contre, quand les agonistes sont démarrés la deuxième phase en phase lutéale, c'est-à-dire habituellement au 21e jour du cycle, la désensibilisation est plus rapide. Au bout de 10 à 12 jours, on a obtenu la désensibilisation, c'est-à-dire donc la chute du taux de LH. Mais dans ce cas, quand on commence les agonistes aux deuxième partie, la phase lutéale, il y a des inconvénients, il y a eu quelques grossesses qui sont survenues, d'où l'importance
de bloquer par des ostroprogestatifs avant. Et deuxièmement, quand on est dans un cycle lent, le 20e jour n'est pas parfois la phase lutéale. La désensibilisation obtenue par deux éléments. D'abord, l'obtention d'une oestradiolèmie inférieure à 50, une LH progestérone inférieure à 1, mais également, il faut faire une échographie qui doit confirmer l'absence de formation kystique avant de démarrer les gonadotrophines. Voilà donc le schéma habituel d'un protocole agoniste lent. Donc, je crois que j'ai avancé vite. Voilà, donc c'est le protocole agoniste lent. Donc comme on a dit, les analogues vont débuter le premier jour ou à la phase lutéale, donc soit une injection quotidienne ou injection en retard. Donc une fois on a eu les règles ou 15 jours après, on va commencer par faire une échographie et faire les dosages hormonaux de l'oestradiol et de progestérone. Quand on est sûr de la désensibilisation, absence de kyste, et ces deux critères sont assurés, on va démarrer la stimulation par les gonadotrophines. Habituellement, on commence 5 jours. Le 6e jour, on commence la gestion de monitorage avec échographie, dosage hormonaux, adaptation des doses, soit maintenir, soit augmenter, soit diminuer les doses. Il faut continuer à voir les patientes régulièrement jusqu'à obtention de maturité folliculaire, et habituellement le déclenchement de l'ovulation se fait quand on a au moins 3 follicules supérieurs à 17-18 mm, et la ponction ovocytaire, elle est faite 36 heures après. Je vous laisse un peu, voilà. Donc, en pratique, il faut savoir que lorsqu'on utilise les agonistes trop tard, il est préférable les débuter en début du cycle en phase folliculaire. Par contre, quand on utilise les agonistes rapides, on les utilise souvent en phase lutéale, et ceci permettra de diminuer le nombre d'injections pour obtenir la désensibilisation. Pour les doses de agonistes et la réponse ovarienne, on sait tous que certaines femmes sont bloquées quand on utilise essentiellement le protocole agoniste. On a une désensibilisation profonde et on a du mal à induire, à stimuler l'ovulation. C'est pour cela que maintenant on recommande d'utiliser des faibles doses d'analogues, soit pour les analogues retard 2/3 ou 3/4 d'ampoule pour la forme retard, et pour la forme quotidienne, on peut se contenter d'une demi-ampoule d'agonistes. Les agonistes de la GnRH en phase lutéale va permettre de réduire la durée du traitement et semble donner des meilleures réponses ovariennes. Maintenant, le deuxième type d'utilisation des agonistes dans les stimulations ovariennes contrôlées, c'est les protocoles agonistes courts. Et pour les protocoles agonistes courts, donc l'agoniste il va être débuté le premier jour des règles, et on va profiter de l'effet flare-up, donc de cette élévation de FSH, pour assurer le recrutement folliculaire. Classiquement, ce protocole court, il est réservé aux mauvaises répondeuses, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup d'études, comme on va le voir tout à l'heure, de haut niveau qui montrent la supériorité des protocoles agonistes courts par rapport aux protocoles agonistes lents chez les mauvaises répondeuses. Et nous allons revenir tout à l'heure pour dire que la réponse risque d'être inhomogène quand on utilise un protocole agoniste court, d'où l'importance d'un pré-traitement. Protocole agoniste court, donc on démarre, on va utiliser un pré-traitement. Donc le pré-traitement soit par pilule, le pré-traitement, donc il va être démarré par une pilule ostroprogestative, soit par l'oestradiol, qui va débuter le 21e jour de règle. Une fois la patiente est réglée, on va commencer à utiliser les agonistes, soit comme on a dit, une demi-dose. C'est rare où on utilise moins, on verra, mais il y a des protocoles où on utilise des doses plus faibles. Et au bout du 3e jour, on va introduire les gonadotrophines
pour maintenir donc la stimulation ovarienne. Et pour les agonistes, comme pour les gonadotrophines, on démarre 4 à 5 jours et on commence le monitorage avec adaptation des doses, surveillance régulière et dès qu'on a atteint les critères de maturité, on déclenche et 36 heures après, c'est la ponction. Comme vous voyez sur cette diapositive, quand on utilise des agonistes courts, on a tendance à utiliser des doses plus importantes de gonadotrophine en raison de la supposition que ces protocoles agonistes courts sont plus utiles chez les mauvaises répondeuses. Il y a d'autres protocoles agonistes, donc le long, le court, mais il y a également le mini-court où on utilise les analogues pendant 7 jours seulement. Il y a des ultra-courts où on utilise seulement 3 jours d'analogue, mais là, il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri d'un pic de LH. Et il y a également quelques protocoles de micro-flare-up, mais il faut savoir que ces protocoles sont vraiment peu utilisés. Pour la gestion de la stimulation, pourquoi cette gestion? D'abord, il faut savoir qu'on va faire une stimulation ovarienne, il faut prédire la réponse aux gonadotrophines pour permettre le choix de protocole et pour adapter les doses de gonadotrophines qu'on va utiliser. Il faut d'abord également, après, confirmer la désensibilisation pituitaire, ajuster les doses, déterminer le moment de déclenchement de HCG, éviter une hyperstimulation quand on a de taux d'ostradiol supérieur à 4500. Et là, je fais une petite remarque. Je sais que l'assistance est inhomogène, comme parfois dans le recrutement de protocoles agonistes courts. Attention, il n'y a pas de déclenchement dans les protocoles agonistes par un agoniste. C'est juste pour faire la remarque. Bien, comment ça se fait cette gestion de la stimulation? Par les dosages hormonaux, et on le sait, l'ostradiol LH et la progestérone. Et deuxièmement, par la mesure échographique de la croissance folliculaire et de l'épaisseur de l'endomètre. Habituellement, les follicules prennent 2 mm par 24 heures. Et on a dit, quand les critères de maturité sont atteints, c'est-à-dire qu'on a plus de 3 follicules supérieurs à 17-18 mm, on déclenche par la HCG. L'adaptation thérapeutique doit être faite régulièrement, voire journalièrement, surtout quand on est en début de pratique. Il ne faut pas donner 3 ou 4 jours revoir les patientes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez la revoir très régulièrement, voire tous les jours ou 1 jour sur 2, pour mieux s'adapter à ces protocoles de stimulation et ne pas parfois se trouver dépassé par les événements. La croissance folliculaire dans le protocole agoniste doit être progressive et évolue parallèlement au taux d'ostradiol. La maturation folliculaire terminale doit se faire à peu près en 7 à 8 jours et il faut savoir que le taux final d'ostradiol doit être proportionnel au nombre de follicules et à maturité, il y a à peu près 250 picogrammes par millilitre par follicule mature et en fin de stimulation, il y a intérêt de dosage de la progestérone quand celle-ci est inférieure à 1,5 nanogrammes par millilitre. Elle est le témoin d'une luteinisation prématurée avec un taux faible d'implantation. Dans ce cas, il est parfois préférable de passer en frisol et de faire le transfert ultérieurement. Nous allons voir les caractéristiques rapidement des protocoles agonistes. Donc, on va voir ces différents paramètres. Je vais aller vite. Voilà. Les différents agonistes, on a un peu. Il faut savoir que les différentes formes galéniques, que ce soit les formes retard ou les formes quotidiennes, donnent des taux comparables en fécondation in vitro. Il n'y a pas de différence en termes de grossesse. Mais chaque forme galénique, elle possède au fait un pouvoir de blocage différent. Et quand on a des patientes vraiment hyperrépondeuses comme les OPK, il faut utiliser la forme rotase parce que ça permettra un blocage intense et ça permettra également de diminuer le taux de LH qui est important, qui est souvent élevé chez ces patientes. Quand on a une réserve folliculaire diminuée, donc on a dit que la forme quotidienne elle est mieux adaptée et on peut utiliser des doses modulées. Pour les mauvaises répondeuses également, il faut penser toujours à utiliser des doses plus faibles d'analogues. Quant à la cohorte induite par ces protocoles agonistes, il faut savoir que quand on a un protocole lent, la cohorte vraiment elle est bien homogène. On a tous les follicules à peu près qui ont la même taille et qui vont se développer ensemble. Par contre, pour le protocole court, malheureusement, on a une cohorte inhomogène et d'où l'importance de pré-traitement, soit par les pilules ostroprogestatives, progestérone ou par les oestrogènes. Le taux d'ostradiol dans les protocoles agonistes, ils vont subir une croissance exponentielle.
Contrairement, je laisserai à mon ami, mais juste pour remarquer, par rapport aux agonistes, la courbe elle est beaucoup plus exponentielle, elle est plate dans les protocoles antagonistes. Pour la taille des follicules, la croissance folliculaire est plus lente en cycle agoniste. Et vous voyez ici que, ça c'est en violet, c'est les agonistes. Donc la taille folliculaire, elle est moins importante. Ça c'est l'étude de Ludwig en 2000. La croissance folliculaire, elle est plus lente. Par contre, là, au 5e jour, vous pouvez, avec les agonistes, avoir des follicules de plus gros diamètre. Mais à la fin, on a plus de follicules en cycle agonistes, des follicules entre 11 et 19 mm par rapport aux antagonistes. Donc, en conclusion, pour la croissance folliculaire, la production d'œstradiol, elle est exponentielle. Cette croissance, elle est homogène et il y a une excellente corrélation œstradiol-follicule. Donc maintenant, pour un peu confirmer et donner des recommandations pour l'utilisation de protocoles agonistes, on a un peu eu recours aux recommandations donc, de l'ESHRE 2019. Et on va commencer par dire quel type de gonadotrophine il faut utiliser quand on utilise un protocole agoniste. Là, les recommandations, donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les FSH recombinantes et les HMG sont équivalents dans le contrôle, dans la stimulation ovarienne contrôlée, bien que certaines méta-analyses ont montré qu'il y a une légère augmentation du taux de naissance vivante avec les HMG par rapport aux recombinantes, mais la différence n'est pas significative. Et cette recommandation, elle est... Et donc là, la recommandation est strong. Donc vous pouvez utiliser les HMG ou les recombinantes FSH de la même façon, sauf dans certaines sous-populations qu'on verra tout à l'heure. Là, c'est une diapo qui va montrer le taux de LH dans les protocoles agonistes. Et on voit que le taux de LH dans les protocoles agonistes, j'ai toujours du mal à faire ça, ils sont plus bas par rapport aux antagonistes et qu'ils restent souvent dans une fenêtre. Et c'est pour cela qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut associer de la LH recombinante quand on utilise la FSH recombinante? Quand on voit ces méta-analyses, on voit qu'il n'y a pas de différence en termes de grossesse quand on utilise l'association FSH-LH recombinante ou quand on utilise la FSH seule. Donc la réponse est faut-il associer à la LH recombinante? La réponse est probablement non. La réponse est probablement non. Donc, mais elle est dans le conditionnel parce qu'il y a des sous-groupes qui ont besoin d'avoir de la LH recombinante lors des stimulations ovariennes, notamment quand on a des patientes qui sont âgées ou mauvaises répondeuses ou quand on a une dissociation entre le nombre de follicules et le taux d'œstradiol. Quand vous avez un bon recrutement folliculaire et que vous voyez que le taux d'œstradiol reste bas, si vous avez démarré par les FSH recombinantes, il faut penser à rajouter de la LH et vous allez voir que votre courbe d'œstradiolomie va croître exponentiellement. Donc, quelle dose de protocole agoniste? Pour les doses de départ, habituellement, c'est 150 à 225, mais on peut aller plus, à 350, voire à 300, et on verra plus tard. La durée de la stimulation avec le protocole agoniste elle est plus longue, et la dose totale des agonistes, quand on utilise un agoniste, est plus importante par rapport aux antagonistes. Pour la réponse ovarienne, on a eu recours à cette méta-analyse de Lombalk qui a été réalisée en 2013 et qui a été mise à jour en 2017 et qui a comparé les protocoles antagonistes aux protocoles agonistes, mais nous on va s'intéresser uniquement aux protocoles agonistes. Et en ce qui concerne la réponse ovarienne et le nombre d'ovocytes, quand on voit cette méta-analyse, on voit qu'il y a plus d'ovocytes quand on utilise un protocole agoniste par rapport à un protocole antagoniste, et cette différence est significative. Donc plus d'ovocytes avec les agonistes. Mais quand on va un peu plus pour voir les détails,
Chez les patientes qui ont des ovaires micropolykystiques ou bien les mauvaises répondeuses, il n'y a pas de différence en ce qui concerne le nombre d'ovocytes recueillis, que ce soit agoniste ou antagoniste. Malheureusement, les protocoles agonistes vont s'accompagner, comme on le sait tous, d'un risque d'hyperstimulation ovarienne qui est significativement plus élevé avec les agonistes par rapport aux antagonistes. Et ça, c'est un des freins de l'usage des protocoles agonistes chez les hyperrépondeuses. Donc, en conclusion, pour le protocole agoniste, plus d'ovocytes, donc plus de grossesse, d'embryons et plus d'hyperstimulation ovarienne. Quel est l'effet des protocoles agonistes sur l'endomètre? Là, c'est une étude qui a été réalisée en 2002, et on doit tous la connaître, réalisée par Kolibianakis, qui a montré qu'ils ont eu recours aux biopsies de l'endomètre et ils ont évalué l'état histologique de l'endomètre par rapport au jour de stimulation. Et dans tous les protocoles, l'endomètre était en avance par rapport au jour du cycle. Et on sait tous qu'il n'y a pas de grossesse quand il y a une avance de plus de 3 jours. Pour le support de la phase lutéale pour les cycles agonistes, on sait tous que le support de la phase lutéale est nécessaire dans tous les protocoles. On a souvent recours au progestérone vaginal, mais parfois certaines équipes au progestérone intramusculaire. Pour la HCG, c'est une option et très peu d'équipes maintenant l'utilisent et qu'il n'y a pas d'efficacité par rapport à l'utilisation d'œstrogènes après, donc en support de la phase lutéale. Quelles sont les complications des protocoles agonistes? La principale complication, comme on le sait, c'est le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Et je dis d'emblée qu'on ne doit plus voir ce syndrome d'hyperstimulation, notamment dans sa forme sévère. Dès qu'on a un taux d'oestradiol supérieur à 4500, on est sûr qu'on est en zone de risque d'hyperstimulation et que ce syndrome peut mettre en jeu le pronostic vital. Et il y a 2 types de prévention. La prévention primaire, c'est l'usage du cycle antagoniste, je dis d'emblée, avec déclenchement agoniste, et ça va être certainement détaillé par mon ami Dr Fadlevi tout à l'heure. Mais il y a la prévention secondaire, quand on s'en aperçoit en cours de stimulation, qu'on risque d'avoir une hyperstimulation. Il y a 2 choses, soit qu'on va vers le costing, soit qu'on va vers le freeze-all et ne pas transférer, ça diminuerait le risque d'hyperstimulation et on peut avoir recours à plusieurs molécules, notamment la cabergoline. Le deuxième risque de complication, c'est les grossesses multiples et on sait tous qu'il faut transférer moins. Je ne dis pas qu'on est aujourd'hui dans une politique de transfert de single embryo, mais il faut savoir qu'on doit apprendre à transférer moins d'embryons, d'autant plus que tous les centres sur Tunis maintenant disposent d'un système de vitrification très efficace et que les chances de grossesse par transfert d'embryons congelés est peut-être aussi supérieure aujourd'hui par rapport au transfert d'embryons frais. Quelle est la place actuelle des protocoles agonistes? Donc, le choix du protocole, il est souvent mal défini, mais il faut évaluer, comme on a dit, la réponse ovarienne qui se base essentiellement sur l'AMH et le compte des follicules en trop pour prédire la réponse ovarienne et surtout prédire les réponses exagérées, les mauvaises répondeuses, pour mettre un protocole adapté. Maintenant, ce choix va dépendre essentiellement de l'âge de la patiente, qui est le témoin de la qualité ovocytaire, de l'indice de masse corporelle, est très important pour adapter les doses. Troisièmement, des tests de réserve ovarienne. Et là, les tests de réserve ovarienne, que ce soit l'AMH ou le compte de follicules en trop, va nous renseigner sur la quantité ovocytaire et l'âge sur la qualité. Et également, il faut avoir une idée sur les réponses antérieures pour adopter un nouveau traitement. L'AMH, on le sait tous, plus le taux d'AMH est élevé, plus on a de risque donc
d'hyperrépondeuses. Donc, quand le taux vraiment il est inférieur à 0,7, il faut s'attendre à parfois ne pas avoir une réponse. En picomole, ça, hein, entre 1 et 5, donc c'est les mauvaises répondeuses. 5 à 15, c'est les normorépondeuses. Et quand on est au-delà de 15, il faut s'attendre à une hyperréponse ovarienne. Quels sont les taux de grossesse par cycle agoniste? Là qu'on voit, c'est toujours cette méta-analyse. On voit qu'il y a 27,4% de grossesse versus 23% quand on utilise un cycle agoniste par rapport à un cycle antagoniste. Et cette différence est statistiquement significative. Cependant, comme pour le nombre d'ovocytes, quand il s'agit de patientes avec des ovaires micropolykystiques, la différence n'est plus significative. Mais en termes de naissance vivante, il n'y a pas au fait de différence statistiquement significative avec un risque relatif de 0,91 et l'indice, l'intervalle de confiance est de 0,79 à 1,4. Donc il n'y a pas de différence statistiquement significative en termes de naissance vivante. Donc le choix du protocole va être dépendant de la réponse attendue, les hyperrépondeuses, les normorépondeuses et les mauvaises répondeuses. Quelles sont les recommandations pour les hyperrépondeuses? Les recommandations sont maintenant évidentes. Protocoles antagonistes sont recommandés essentiellement pour la sécurité, parce que le protocole agoniste et antagoniste donne le même chance de grossesse. Cependant, quand on a une hyperrépondeuse, notamment dans les ovaires micropolykystiques, il n'y a pas la recommandation, elle est forte et elle est préférable quand il s'agit de patientes hyperrépondeuses. Pour les hyperrépondeuses, quand on fait un protocole agoniste et quand on a l'habitude de faire un protocole agoniste, il faut savoir que le fait de réduire les doses de gonadotrophine, ça va permettre de diminuer le risque d'hyperstimulation. C'est pour cela qu'il ne faut pas dépasser les 150 unités quand on a une patiente en des ovaires polykystiques ou une hyperrépondeuse en protocole agoniste. Pour les normorépondeuses, les deux protocoles sont équivalents sur le plan résultat et sécurité. Mais par contre, pour les normorépondeuses, il ne faut surtout pas diminuer les doses. Il ne faut pas démarrer avec des doses faibles. Là, on sera obligé rapidement d'aller essayer d'augmenter les doses. Donc, il n'y a pas de place à la diminution des doses chez les normorépondeuses. Pour les mauvaises répondeuses, rapidement, donc c'est une réponse au conditionnel. Il n'y a pas de différence entre les protocoles agonistes et antagonistes. Quelle dose utiliser chez les mauvaises répondeuses? Parfois, on voit que certains collègues vont jusqu'à 450 unités ou plus, et la méta-analyse a montré qu'il n'y a pas vraiment de place à aller au-delà de 300 unités de gonadotrophine, même chez les mauvaises répondeuses. Donc, pour les mauvaises répondeuses, est-ce qu'il y a une place au cycle naturel modifié? Et il y a eu une étude randomisée en 2004 qui n'a pas vraiment montré qu'il y a une différence entre un cycle naturel modifié ou un cycle avec microdose de GnRH agoniste. Donc, chez les mauvaises répondeuses, on ne sait pas vraiment quel protocole parfois utiliser. Maintenant, quand on utilise un protocole agoniste, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut utiliser un protocole agoniste long ou un protocole agoniste court? Et on sait tous, comme je viens de le dire, que le protocole agoniste lent permet moins d'annulation du cycle, permet d'obtenir plus d'ovocytes et plus de grossesse et éventuellement de naissance vivante. Donc les protocoles agonistes courts ne sont pas même plus efficaces, comme on la voit sur cette recommandation, même chez les patientes âgées et les patientes mauvaises répondeuses. Il y a ceux qui utilisent toujours le protocole lent, même chez les mauvaises répondeuses.
Donc, quelle est la stratégie de stimulation ovarienne? Et je vais bientôt finir. Donc, quand on a une patiente normorépondeuse, la meilleure chose, c'est le protocole lent agoniste, mais également le protocole antagoniste garde sa place. Pour les hyperrépondeuses, on sait qu'on a un risque d'hyperstimulation ovarienne. Donc, quand on utilise un protocole agoniste, il faut réduire les doses. Mais au fait, le gold standard, dans ce cas, c'est le protocole antagoniste. Par contre, quand il s'agit de mauvaises répondeuses, on ne sait pas. Tous les protocoles ne donnent pas d'excellents résultats. Les résultats restent vraiment très médiocres chez les mauvaises répondeuses et le choix du protocole dépend des protocoles antérieurs et on adapte en fonction des patientes et ce qu'elle a eu antérieurement. Donc, sur le plan pratique, et je finis, si les patients de premier traitement, quand vous avez une patiente qui arrive en premier traitement, elle est jeune, moins de 38 ans, des dosages hormonaux normaux, FSH, AMH et l'ostradiol, avec à l'échographie plus que 5 à 7 follicules par ovaire. Là, c'est une bonne indication, peut-être un protocole agoniste trop tard avec dose initiale de gonadotrophine à 225. Le protocole agoniste rapide en phase lutéale permet de diminuer donc le nombre de jours de stimulation et permet d'obtenir des résultats comparables et voire meilleurs. Le protocole antagoniste, je garderai la place à mon ami. Les protocoles agonistes courts, est-ce qu'ils ont une place? On n'est pas sûr. Pour les patientes avec réserve ovarienne diminuée, donc des patientes plus de 38 ans, avec une AMH de base basse, à l'échographie, un compte à J2, un compte des follicules en trop bas, mais pas d'antécédents de mauvaise réponse. Là, le protocole agoniste, je finis, j'ai encore une petite plaque, agoniste rapide en phase lutéale demi-dose, avec des doses de gonadotrophine un peu plus élevées, place du protocole antagoniste ou protocole agoniste court. Mais quand on a des patientes avec antécédents confirmés de mauvaises répondeuses, là, le protocole agoniste rapide phase lutéale en demi-dose avec dose initiale de gonadotrophine à 300 et comme on a dit, il n'y a pas de place d'aller plus. Protocole agoniste court, classiquement, on sait tous que ça donne plus de réponses et sont mieux adaptés, mais dans les méta-analyses, il n'y a pas vraiment de supériorité à ce protocole court. Les protocoles antagonistes ou bien le cycle naturel modifié, ça dépend de l'habitude et du traitement antérieur. Pour les OPK, donc on sait qu'il y a une réponse excessive avec des risques d'hyperstimulation ovarienne. Donc le protocole antagoniste doit être utilisé vraiment en priorité. Et quand on peut utiliser des protocoles agonistes lents en phase folliculaire avec des faibles doses ou phase lutéale. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Dr Meul, de cette présentation. Donc, on va donner la parole maintenant à Dr Fadlaoui pour nous parler du protocole